Bonjour à vous tous, bienvenue à une autre émission Bâtisseurs d'avenir. Merci d'être là. Cette semaine, nous nous dirigeons vers une entreprise brassicole de la région. Il s'agit de la microbrasserie de Charlevoix et nous allons rencontrer son propriétaire, M. Frédéric Tremblay. Alors, de ce pas, nous nous dirigeons vers la brasserie et bonne émission. Le rêve a commencé en 1995, quand Caroline Bandulet, ma conjointe et moi, on s'est rencontrés. On était impliqués dans le vestibaire de Chambly. On habitait à Montréal dans ce temps-là. J'avais dû m'exiler pour études et commencer à travailler. Je travaillais comme ingénieur à Montréal. C'est là que j'ai rencontré Caroline. Et puis, on brassait notre bière ensemble. On revenait toujours dans la région, à la maison, à Cap-Alègue. Puis, une des choses qu'on voulait faire dans la vie, c'était de revenir en région, revenir dans Charlevoix, habiter ici. Puis, on se demandait un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir venir revivre ici à 25 ans dans ce temps-là. Puis, comme ingénieur, moi je suis ingénieur en télécommunications, il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Caroline était graphiste, donc on avait peut-être un petit peu plus de chance de ce côté-là. Et puis, il y avait tout le dynamisme, il y avait la montée qui était... C'était déjà commencé, la table agro-touristique, la route des saveurs, c'était déjà commencé. Mais on voyait que ça montait, ça progressait. Puis, en tant que passionné de bière, on se disait, il me semble que c'est quelque chose qui pourrait très, très bien s'intégrer à la table agro. Il manque ça. À ce moment-là, il n'y avait pas encore la grosse, je dirais, le gros engouement pour les microbrasseries qu'on connaît aujourd'hui, mais on sentait que ça s'en venait. On sentait que ça s'en venait. Puis en région, il y avait eu quelques échecs de d'autres microbrasseries, mais on pense toujours que nous, on est plus intelligents, puis on est meilleurs, puis plus passionnés. Donc, c'est ce qui pousse les entrepreneurs à se lancer en affaires en se disant, bien, moi, je vais réussir. Et c'est ce qu'on a fait. En 1995, on a commencé à travailler, à trouver des marchés, à créer nos réseaux de contacts, trouver le terrain, l'endroit. Et puis un jour, l'endroit sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul nous a été proposé. C'est un endroit assez stratégique, merci. Maintenant, oui. À l'époque, c'était vraiment le dernier commerce au bout de la rue. Okay. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait après ça. Maintenant, c'est un point central, mais à ce moment-là, c'était une taverne qui avait été transformée en restaurant qui s'appelait le Altola. C'était quand même cute, mais bon, c'était disponible, alors on a fait l'offre d'achat. On s'était associé à l'époque à une dizaine d'autres hommes d'affaires de la région qui ont bien voulu nous aider à démarrer le projet, à investir là-dedans pour nous aider à démarrer le projet. Et puis, c'est comme ça que ça a parti. Le 3 juillet 1998, après 3 années de dur labeur, on a finalement ouvert la porte aux premiers clients qui sont venus manger et boire de notre bière. Est-ce que j'ai ouï dire, votre père a été aussi d'une influence assez importante dans cette approche-là? Vous dire, non, c'est dans Charlevoix qu'il faut que tu ailles t'installer. Là. Absolument. Au moment où nous, on travaillait sur le projet, mon père, lui, il habitait Montréal. Il est originaire de Charlevoix aussi. On a encore la maison à Cap-Alègue. Puis là, on regardait pour partir. On venait dans la région ici. C'est sûr que ça nous tentait de revenir dans Charlevoix, mais étant loin à Montréal avec tous les deux nos carrières, on trouvait que c'était peut-être pas évident. Puis il y avait d'autres endroits potentiels. Dans le temps, il y avait Magog qu'on regardait, qui était une belle destination. Il n'y avait pas de microbrasserie dans ce temps-là non plus. Et puis, lorsqu'on lui a dit, ben on évalue peut-être, là, il a dit, ben écoute, moi, j'étais à la semi-retraite. Ce que j'ai fait dans la vie, ça a été d'aider des entreprises à démarrer, bâtir des plans d'affaires, des choses comme ça. Je vais retourner à la maison, je vais aller faire le pied à terre à Cap-Alègue, puis je vais commencer à faire beaucoup de démarchage. Là. Fait que c'est en grande partie grâce à lui que ça s'est déménagé. Pas déménagé, mais que ça a vu le jour dans Charlevoix parce qu'il a poussé très, très fort pour ça. Et puis, ben nous, on en est vraiment contents parce que je pense que si ça n'avait pas été de Charlevoix, ça serait pas, la microbrasserie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le fun de sentir qu'il y a un soutien familial dans tout ça. Oui, oui, absolument. L'entreprise comme telle, officiellement, a pris son envol en 1998. Maintenant, il y a eu des étapes à l'intérieur de cette évolution-là, parce qu'on est en 2015, c'est quand même plusieurs années plus tard. Oui. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu, au fil du temps, comment a évolué l'entreprise? Oui, bien, il y a des choses qui sont assez particulières dans toute cette aventure-là. Au départ, je vous disais, il y avait eu des brasseries qui avaient eu de la difficulté en région.
En 97, il y a eu une modification à la loi qui permettait de vendre de la bière, d'avoir une brasserie qu'on appelle industrielle. Il y a deux types de brasseries au Québec. Il y a ce qu'on appelle la brasserie artisanale, qui ne vend que sur place. Okay. Donc, les restaurants, pubs qui ne brassent et ne vendent que sur place. Et les industriels, on pense à Molson, Labatt, Boréal, qui ne font que de la distribution. En 97, il y a eu une modification réglementaire qui permettait aux brasseries industrielles de vendre sur place aussi. Okay. Alors, nous, on a utilisé un peu cette modification-là. Le but était d'avoir un salon de dégustation où les gens pourraient venir visiter, prendre une bière puis s'en aller chez eux. On a utilisé un peu cette réglementation-là pour être capable d'avoir un modèle qui aurait un succès en région. Ce qu'on a fait, on a demandé notre permis de brasserie industrielle qui nous permettrait donc éventuellement de vendre dans tous les points de vente de la région parce qu'on comprend que c'était ça qui était le but recherché, de venir s'intégrer à la table agro-touristique. Mais en même temps, en démarrage, ce qui est très difficile quand on commence à faire du démarchage, bien, c'est de convaincre les gens d'acheter notre produit. Donc, si on pouvait vendre sur place, bien, en fait, on était notre premier client. Puis on se trouvait à convaincre les gens par la bande que le produit était bon. Alors, on a demandé, disons qu'on a utilisé une zone grise qu'il y avait dans la loi. On a demandé un permis de brasseur industriel à la Régie des alcools à Montréal. Toutes les émissions de bière, de permis d'alcool se font à Montréal. Et on a demandé un permis de restaurant à Québec parce que, dans le fond, les émissions de permis restaurant se font dans les régions administratives. La Régie des alcools n'a jamais vu passer qu'on aurait un permis de restaurant et un permis de brasserie industrielle dans le même établissement. Okay. Et c'est ce qui nous a permis de fonder le premier vraiment restaurant, bistrot-brasserie industrielle au Québec, qui est un modèle qui est copié maintenant à peu près. Vous avez la Voie Maltais, vous avez beaucoup de restaurants là, qui ont utilisé ce modèle-là par la suite. La Régie s'est rendue compte à un moment donné de ce qui se passait. Puis là, il était trop tard. Puis, quelque part, ils se sont dit... Mais ça a fonctionné. La microbrasserie Charlevoix, il y avait le permis BR13, donc on était la 13e microbrasserie au Québec. Puis ça a fonctionné parce qu'il y a eu des échecs en région, mais celle-là fonctionne. Je ne dis pas que tout a été toujours rose et facile, mais celle-là fonctionne. Le modèle semble fonctionner et ça pourrait permettre d'avoir beaucoup d'autres brasseries qui vont s'installer en région. Donc, plutôt que de venir empêcher cette pratique-là, bien, ils l'ont un peu démocratisé, puis on a vu beaucoup d'autres brasseries dans les régions qui ont suivi ce modèle-là. Donc, première, utilisation là, d'une faille ou d'un vide. D'un vide. Donc, ça a été un des premiers défis, c'était de réussir à implanter la brasserie ici. Avec un modèle qui pourrait fonctionner en région. Ça a très bien fonctionné. Et après quelques années, ben, non seulement on n'avait plus de problème avec les restaurateurs alentours qui voyaient peut-être à l'origine notre restaurant comme une compétition, mais c'était plus du tout comme une compétition qu'ils le voyaient, mais plutôt comme un atout. Puis ils venaient nous voir et ils nous disaient, ben, est-ce que je peux aussi avoir ta bière à vendre dans mon établissement, parce qu'on se l'a fait demander. Okay. Et vu que nous, on avait un plan de match qui disait qu'on voulait s'en aller vers une distribution qui était encore plus large, bien, plutôt que de garder le produit pour nous uniquement et de dire non, on va profiter de cet avantage concurrentiel qu'on a, on a dit tout simplement, ben oui, les restaurateurs qui étaient intéressés, on a commencé à leur vendre de notre produit, ce qui faisait qu'après un certain temps, on retrouvait dans de plus en plus d'endroits ici en région, à Baie-Saint-Paul, à la Malbaie. Et Montréal, ça faisait déjà quelques années aussi. Dès 1999, on a eu des points de vente à Montréal. Parce que vous êtes pas mal distribué partout dans la province. Là. Oui, maintenant, on est distribué. On a un bon réseau de distribution au Saguenay-Lac-Saint-Jean, région de Québec. On a notre propre entrepôt, notre distribution à nous, qui est faite pour Montréal, l'Outaouais, la Nodière, l'Estrie. Et même, on est rendu un peu partout à travers le Canada. Les États-Unis, on y était. On s'est retiré parce qu'on a voulu plus reconcentrer nos efforts sur le Canada. Et puis là, on se prépare à retourner aux États-Unis. On en a aussi un peu en Europe. Donc, on peut dire que ça a été le premier vrai bon coup qui a permis effectivement à la microbrasserie de prendre un certain envol. Bien, le premier bon coup, on voulait que ça soit dans la région. C'est la raison pour laquelle on était venu s'établir ici, Caroline et moi. Si ça n'avait pas été d'abord s'implanter dans Charlevoix, ça aurait été beaucoup plus facile de partir tout ça à Montréal. Ça coûterait beaucoup moins cher. Ça serait une opération beaucoup plus facile. Plus grand marché, plus de potentiel, moins de déplacements, moins de dépenses. Moins de dépenses. C'est vraiment... on avait un choix, on avait un rêve. Il y avait une raison pour laquelle on le faisait, de venir s'établir ici. C'était de participer, puis de participer à la table agro, de participer à cet engouement aussi que les gens ont de l'extérieur de la région à venir dans Charlevoix pour connaître nos produits. Puis, je le redis, là, en 98-99, il y avait 13 microbrasseries au Québec. Alors, combien actuellement? Là? Il y en a au-dessus de 120 maintenant. Oh, il y a de la compétition, là.
Il y a de la compétition, du partenariat. Je vous dirais que le plus gros de la compétition ne vient pas nécessairement de nos confrères microbrasseurs, mais des grands brasseurs. OK. Parce que là, les grands brasseurs, eux, ils n'aiment pas du tout. Une épine dans le pied, là, je veux dire, effectivement, il y a plusieurs microbrasseries qui leur rentrent un peu dans le corps. Donc, c'est des pertes de marché pour eux autres. Ils n'aiment pas du tout voir que, dans le fond, on répond à un besoin. Ouais. C'est pas nous qui avons poussé dans la gorge notre bière dans les consommateurs. Les consommateurs, on sent ne crée pas un besoin. Il est là, il est existant. Il était là, on l'a satisfait. Puis après, ce qu'on a fait aussi, c'est faire réaliser aux gens que les microbrasseries faisaient un produit qui était aussi bon, même meilleur et plus intéressant gustativement que ce que les grands brasseurs suggéraient. C'est devenu un art. Aujourd'hui, on déguste une bière au même titre qu'on parle du vin, là, Absolument. dans les fêtes. Donc, je veux dire, il y a maintenant des dégustations de bière. Il y a des dégustations de bière, il y a des accords bière et mets ou bière et fromage. Puis ça se faisait avant. Pendant la Prohibition, il y a eu un gros trou à un moment donné où toutes les brasseries qu'il y avait sur le continent américain sont disparues. Et puis là, ça a pris un bon nombre d'années. Puis dans les années 80, ça reparti sur la côte ouest américaine, c'est revenu. Okay. Puis aujourd'hui, on voit que c'est vraiment un engouement incroyable pour les bières de microbrasserie. Ça fait drôle pour nous parce que quand on a commencé tout ça, c'était pas évident. On allait à la banque, puis disons qu'on cognait, on téléphonait. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Vous voulez aller où? La bière, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est pas évident. On sait pas trop comment vous allez réussir à rentabiliser tout ça. Maintenant, j'ai des amis qui se partent, ils appellent la municipalité X ou Y, puis tout de suite leur disent « Oui, on a un terrain, on sait même qui va te financer, on va... » Il y a vraiment des municipalités maintenant qui sont au devant, qui vont aller chercher. Ça donne une couleur, effectivement, supplémentaire à la région là, comme telle. Ah oui. Puis, comme je le disais tantôt, ça répond à un besoin. Maintenant, il y a des brasseries sur tout le territoire québécois, dans toutes les régions administratives du Québec. Puis, c'est ce qui est plaisant, c'est qu'on voit que c'est une industrie qui peut s'implanter partout. On parle souvent économiquement, puis on le vit beaucoup ici dans la région de Charlevoix. On parle beaucoup de l'économie régionale, comment est-ce qu'on peut redynamiser les régions. Je pense que c'est une industrie qui fait très, très bien ce travail-là. Puis on est particulièrement fiers de faire partie de tout ce mouvement-là parce qu'on sent qu'on est dans les premiers aussi. Là. C'est pour ça que je parle pas juste de microbrasserie Charlevoix. Quand je parle de l'industrie brassicole, je parle de tout parce que... Dans le fond, toute la population de Charlevoix devrait être fière aussi parce que là, quand vous exportez partout, c'est tout Charlevoix qui est exporté, là, en partie. Absolument, c'est au-dessus de 80 % maintenant. Comme je disais tantôt, ce qu'on voulait, c'était d'abord être présent chez nous, être adopté par notre communauté, puis par la restauration de la région. Mais maintenant, avec l'usine qu'on a derrière nous ici, c'est bien entendu que c'est pas uniquement dans Charlevoix. Il y a au-dessus de 80 % de la production qui se ramasse partout. Il y en a jusque, je vous disais tantôt, on a un peu retiré nos produits des États-Unis, mais quand même, il y a certains importateurs privés là, qui viennent la chercher. Puis j'étais à San Diego l'année dernière, dans une des meilleures microbrasseries américaines. Ils ont fait un très, très beau restaurant là-bas, là, un beer garden, c'est un jardin, quelque chose qu'on rêve de faire ici un jour. On verra comment on peut négocier tout ça avec la municipalité, mais un jardin magnifique où est-ce qu'il y a un bar, puis ils ont des bières qui ne sont pas seulement produites par leur brasserie. Puis on était quand même surpris, agréablement surpris et heureux d'apprendre que le beer sommelier, le sommelier en bière qui était à cette brasserie-là de San Diego, est un gros fan des bières de microbrasserie Charlevoix. Fait qu'on arrive sur la carte puis on voit ça à San Diego. Surprise! Nos bières qui étaient sur la carte, où il y en avait encore tout récemment à l'aéroport Pearson à Toronto. Donc quand vous êtes faites un voyage vers l'ouest, là, si vous êtes à Pearson, vous pouvez aller prendre dans un des restaurants-bars qui est On se sent chez nous partout, quoi. Oui, c'est super plaisant. Le tout premier produit a été quoi? Le tout premier produit, je dirais, c'était la version non nommée encore de la Dominus Vobiscum Blanche qui est ici. C'est vraiment la première bière que nous avons brassée, je dirais, c'était en juin 1998, et on l'avait appelée la Blanche de Charlevoix. Malheureusement, on a eu un petit problème légal avec une autre brasserie québécoise, Unibrou pour ne pas la nommer, qui s'est opposée à notre marque de commerce parce qu'il disait qu'on copiait sur Blanche de Chambly, alors que pour nous, c'était un peu
une hérésie, étant donné que, dans le fond, toutes les blanches au monde s'appellent blanches de la région d'où elles proviennent. OK. Alors, on s'est battu en cours pendant au-dessus de 10 ans. Ça a été long. Mais finalement, on a eu gain de cause. Puis maintenant, la marque nous appartient. Mais entre-temps, ça a été tellement long. Il y a toujours des obstacles. On a renommé la bière Dominus Vobiscum, qui est notre gamme de bières d'inspiration belge. On a la blanche, la double, la triple. La saison maintenant. Mais comment qu'on part ça, de dire quel genre de produit va être notre premier produit d'appel, pourquoi une blanche? En même temps, pour brasser une bière, ça prend des connaissances, parce que bon... Oui, bien, Caroline et moi, on a quand même... Moi, j'avais commencé à brasser alors que j'étais étudiant à l'université. À l'époque, c'était pour avoir de la bière pas trop chère. On sait, la plupart des brasseurs vont vous dire la même chose. La bière à 25 la bière à 25 cents là, avec les kits. Après ça, on a évolué vers un système de brassage qui était le même, mais en beaucoup plus petit que ce qu'on a ici. Donc, c'est le processus tout grain. Et puis, parmi les premières bières qu'on brassait, Caroline et moi, c'était des bières d'inspiration belge. Et la blanche, qu'on brassait avec des aromates qui provenaient de la région. C'était un bon guide de départ. Puis même, on avait, même quand on travaillait sur le projet, on était venu chercher du blé ici dans le Charlevoix qu'on utilisait dans la fabrication de la bière. Puis, donc, pour nous, les bières de type belge étaient comme un automatisme. On est allé passer un stage de 2 semaines en Belgique où on est allé apprendre non pas comment fabriquer la bière, mais comment la commercialiser dans des petites places. Parce que la Belgique, vous savez, chaque village a aussi ou avait déjà sa brasserie. Okay. Alors, on est allé jaser avec les gens là-bas, on leur a demandé, mais comment est-ce que vous avez réussi à faire adopter votre produit? Comment se fait-il qu'il y a vraiment une fierté entre les villages? Là? Tu sais, quand tu es dans un village, la bière qui est brassée à 12 km n'est pas bonne. Ah, OK. Tu sais, c'est juste la bière qui est brassée. C'est vraiment particulier, la culture qu'il y a. Il y a l'esprit de clocher là. En Allemagne, en Belgique. Puis on est allé voir comment les brasseries pouvaient avoir du succès là-bas en étant tout petites. Puis pourquoi ici, il y avait eu des échecs. Et puis on est revenu avec ce bagage-là. Mais c'est sûr que notre amour puis notre passion pour la bière belge a fait que les premières bières qu'on a brassées, c'était des bières d'inspiration belge. Okay. Il y avait la blanche. Après ça, on a eu la 8e jour qu'on vient de rebrasser il n'y a pas très longtemps. C'est un peu un petit plaisir qu'on s'est fait là, de dire une bière souvenir, on refait la 8e jour, on a arrêté de la faire depuis. Il y avait la bonté divine, la coteilleuse, la copine, la bootlegger. Donc ça, c'est dans les premières bières qui ont été lancées, qu'on peut encore avoir à l'occasion quand on va au restaurant. Et vous avez combien de produits aujourd'hui? En bouteille, commercialisés à l'année, on a 9. Okay. On est une de ces brasseries qui ne se lance pas dans beaucoup de produits. C'est drôle parce que quand on fait notre plan d'affaires, quand on pense à notre manière de commercialiser ou de faire grandir notre entreprise, il y a vraiment des philosophies très différentes. Avec cet engouement sur les microbrasseries, il y a plusieurs brasseurs qui ont voulu montrer comment ils sont capables de faire en dedans d'un an 28 ou 30 recettes, puis de faire tous les styles de bière connus pour démontrer qu'ils sont capables. Nous, on est allé avec une philosophie qui est beaucoup plus européenne, dans le sens qu'on a dit, ce qu'on veut, c'est quand on va sortir un produit, ça doit être un produit qui se démarque. Un produit qui n'est pas disponible sur le marché actuellement. Un produit qui va amener quelque chose à l'amateur de bière qu'il ne peut pas retrouver actuellement, ou une interprétation, parce qu'on se comprend que la plupart des familles, des styles de bière proviennent d'Europe. On s'inspire toujours un peu de ce qui se fait là-bas. Mais ce qu'on voulait, c'était avoir soit un produit totalement nouveau ou qui se démarquait, ou qui s'inspirait, mais avec une interprétation bien à nous. Puis on le travaille, puis on le peaufine, puis ça peut parfois nous prendre un an et demi à sortir un produit. Donc pour nous, c'est vraiment notre philosophie ici. C'est ce qui nous démarque de certaines autres brasseries. On n'a pas beaucoup de produits. Après 15 ans, 17 ans d'opération, maintenant, on a 9 produits. Alors qu'il y en a qui vont avoir 2 ans d'existence, puis ils vont avoir 30 produits. Okay. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Non. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver sa couleur propre. C'est de trouver sa couleur. Chaque entrepreneur, quand on décide qu'on fait quelque chose, il faut avoir notre vision, il faut avoir nos valeurs à nous, puis il faut vivre avec ça. Puis nous, c'est vraiment avec ça qu'on est à l'aise de travailler. C'est de dire, on va travailler nos produits là, pour qu'ils se démarquent, puis que les gens, à chaque fois qu'on sort un produit, les gens nous disent, c'est stable, c'est bien fait,
On ne peut pas comparer ça à un autre produit qui existe déjà. C'est vraiment une des missions qu'on s'est données. C'est ce qui fait qu'on reconnaît continuellement le goût aussi. Puis les amateurs avertis, quand ils vont goûter les produits de la microbrasserie Charlevoix, même à l'aveugle, il y en a qui sont capables de dire « ça, c'est un produit de Charlevoix ». Alors, Stéphane Simard, conseiller en développement économique du CLD, rebonjour. Bonjour. On a déjà eu l'occasion de se voir dans le cadre d'autres émissions Bâtisseurs d'avenir. Effectivement. Aujourd'hui, la microbrasserie de Charlevoix et le CLD, dans sa phase de développement au niveau de la microbrasserie, vous avez eu un rôle, je pense, à jouer, bien sûr, mais un rôle que je qualifierais de déclencheur du point de vue économique, je pense. Effectivement, en 2007-2008, il y a eu la construction, le projet pour la construction de l'usine et la microbrasserie Charlevoix augmentait sensiblement sa production. Là, on parle de près de 400 % d'augmentation qui était prévue. Ce n'est pas peu dire. À ce moment-là, bon, ça touchait tous les aspects là, du financement, mais aussi la distribution, tout ce qui concerne la vente de ces produits-là. Et quand on a monté le projet, bon, tout le monde était un petit peu sur les briques et au CLD, en collaboration, bien entendu, avec l'équipe et le promoteur, on a essayé là, de pousser pour faire embarquer les gens et se positionner rapidement pour que les autres partenaires financiers se sentent un peu obligés de participer. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait une certaine résistance? Est-ce que le projet était trop ambitieux, était rêveur, non réaliste du point de vue de leur point de vue? Bien, je crois que oui. J'ai refait un petit peu la lecture des plans d'affaires qui nous avaient été fournis à ce moment-là. Et comme je disais tout à l'heure, on parlait là, dès la première année de construction d'une augmentation de 400 % là, juste au niveau des ventes. Heureusement, l'avenir a donné raison à Frédéric. Par contre, à ce moment-là, c'était très ambitieux. On sait aussi qu'en 2008, bon, peut-être que les différents bailleurs de fonds conventionnels étaient peut-être un petit peu plus réticents au niveau des différents financements. Par contre, nous, la chance qu'on a au CLD, c'est bien que les chiffres sont importants, le plan d'affaires est important. On se base aussi beaucoup sur le promoteur, sur l'expertise du promoteur, sur l'expertise de son équipe. Et à ce moment-là, ce qui nous a encouragé, qui nous a donné le go d'y aller, c'est vraiment qu'on avait énormément confiance en Frédéric. Et même si les chiffres pouvaient paraître optimistes à ce moment-là, on a quand même décidé de foncer avec lui. Et ça a permis la réalisation du projet avec tous les efforts qu'ils ont mis dedans et le succès dont bénéficie aujourd'hui l'entreprise. Enfin, effectivement, parce qu'on est passé d'une très petite entreprise, on peut dire une PME très respectable. Oui, l'usine, je veux dire, quand on compare les équipements avant à ce qui a été acheté après et ce qui a été acheté par la suite, là, parce qu'on sait que ça fait quelques fois qu'ils refont des investissements pour subvenir à la demande. Ça a été un changement. Ce n'est pas une nouvelle entreprise, mais pratiquement, là, les changements ont été très importants, autant au niveau de la production que de la distribution. L'entreprise faisait affaire avec une coopérative de distribution et après quelques années, bon, ils ont décidé de s'organiser parce que c'était rendu maintenant trop gros. Gestion, à ce moment-là, on parlait de quelques employés. Maintenant, on parle de plus de 20 employés, de dizaines d'employés. Donc, on a eu la chance de bien miser là-dessus. Et même s'il y a eu quelques périodes un petit peu plus difficiles, où on a continué d'être partenaire et de croire en l'entreprise. Les périodes difficiles étaient dues surtout à un contexte économique plus difficile? Contexte économique. Un peu des années 2008? Contexte économique, retard au niveau de la construction. Ah oui, effectivement. Donc, à ce moment-là, comme on fait dans des dossiers où il y a des besoins, on peut accorder des moratoires sur les remboursements pour donner de l'oxygène aux entreprises et leur permettre de passer plus facilement au travers de ces périodes-là, pour par la suite là, prendre leur air d'aller. Ce que vous avez fait, dans le fond, pour la brasserie Charlevoix, la microbrasserie Charlevoix, pardon, c'est quelque chose qui peut être fait pour d'autres entreprises ici dans la région. Oui, souvent, nous, on est un bailleur financier, on est un bailleur de fonds, mais on est aussi un accompagnateur au niveau des entreprises. Donc, quand on travaille avec une entreprise, on peut faire du prêt, mais on fait aussi de l'aide technique, de l'accompagnement auprès dans ce cas-là, c'était financières agricoles, les institutions financières comme Desjardins Entreprises ou d'autres institutions financières. On accompagne le promoteur pour être capable essayer de l'aider, dans le fond, à pousser son dossier auprès de ces institutions-là et de s'assurer que ça se fasse dans les meilleurs délais, aux meilleures conditions pour le promoteur.
Puis on peut dire qu'aujourd'hui, la microbrasserie est devenue un fleuron. C'est quasiment une référence, comme vous le disiez dans la province. Là. Oui, bien, la microbrasserie, c'est une entreprise dont on est très fier. Au niveau des microbrasseries au Québec, c'est une référence. C'est un membre important là, de tout ce qui concerne le terroir de Charlevoix, tous les produits du terroir. Maintenant, la bière est rendue un produit d'appel, je dirais. Là, les gens viennent pour voir les fromages, les saucissons, mais aussi la bière de la microbrasserie. Et partout où on a la chance d'aller, les gens connaissent cette entreprise-là. Donc, c'est certain qu'on est fiers d'y avoir participé. Puis je pense d'avoir été peut-être une étincelle là-dedans, en collaboration, bien entendu, avec l'équipe du promoteur là, qui a tout le mérite. Là. Bon, bien, écoutez, ce qui compte, c'est le résultat. Exactement. Puis je pense qu'il y a un bel avenir qui s'en vient pour lui. Oui, on leur souhaite. Puis je vous dirais que avoir la détermination qu'ils mettent et où ça s'en va, on n'est aucunement inquiet. Stéphane Simard, merci beaucoup. Merci à vous. Tout l'événementiel ou toutes les personnes qui créent des événements ont toujours tendance à aller voir les grands brasseurs. Par crainte que le consommateur n'est pas prêt à nos produits et qu'ils vont être déficitaires financièrement s'ils viennent avec nous plutôt que d'aller avec des grands brasseurs. Et puis ça, le festif, et on pourrait parler aussi de la Chante-aux-Fêtes, le Mont-Grand-Fond, ces partenaires-là avec qui on a réussi à s'entendre, ça fait partie de nos fiertés. Parce que c'est très, très difficile de les convaincre. Puis à partir du moment où ils font affaire avec nous, ils se rendent compte que, dans le fond, financièrement, c'est un gros avantage pour eux. Au point de vue aussi du respect qu'ils vont aller chercher auprès de la population. C'est un gros avantage parce que maintenant, les gens, quand ils voient qu'on utilise les produits régionaux, c'est un petit plus. C'est pas juste un petit plus au niveau de bien paraître, là, mais c'est... Puis, toutes ces relations-là qu'on peut avoir, ça fait partie de nos fiertés. On travaille beaucoup, nous, à développer, comme je vous le disais tout à l'heure, Microbrasserie Charlevoix, mais notre industrie, puis je dirais notre grande famille des microbrasseries au Québec. La compétition n'est pas vraiment encore entre les petites microbrasseries. Il y a vraiment une complicité puis un travail sans être illégal. Mm-hmm. Mais donc, toutes ces ententes-là qu'on peut faire qui nous permettent de grandir, bien, pour nous, c'est toujours des grandes victoires. Puis de fait, effectivement, une reconnaissance à travers tout ça, parce que, bon, il y a une complicité qui s'installe, mais les gens de Charlevoix, au fur et à mesure qu'on leur dit consommer localement, ça devient ça, là. Oui. Puis, à l'inverse, ben, on essaie d'offrir à nos partenaires des choses qui ne seraient pas disponibles ou qui ne seraient pas offertes par les grands, parce que les grands, ça devient... Ces petits partenaires-là qui sont tellement importants pour nous, sont trop petits pour eux, puis dans le fond, ils sont contents de les avoir parce que ce qu'ils réussissent à faire, c'est à nous les enlever à nous. Oui. Alors que nous, pour nous, ce sont des partenaires qui sont hyper importants. Puis, comme vous l'avez mentionné, avec le festif, on a pensé une idée de sortir une bière avec, dans le fond, une adresse web puis qui était marquée la Flacatoune, le festif. Il y a un site. Les gens peuvent aller voir des capsules à l'avance de ce qui s'en vient avec le festival. Puis, c'est ces genres de choses-là où nous, on aime aller s'asseoir avec nos partenaires et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Tu fais affaire avec moi, c'est sûr que tu m'aides avec mon entreprise, c'est gagnant-gagnant. Et ça fait partie aussi des valeurs de notre entreprise ici, de s'investir dans la communauté puis de travailler avec les personnes à la hauteur de nos moyens, bien entendu. Donc, on peut quand même en conclure qu'il y a quand même un bel avenir par rapport à vous qui êtes bâtisseurs et brasseurs, façon de parler. Oui, un très bel avenir. Puis, à chaque fois, chaque année, chaque réalisation, on le sent que les gens de Charlevoix nous appuient, sont fiers de leur microbrasserie. Puis ça, ben, ça nous fait chaud au cœur. C'est la raison pour laquelle, dans le fond, on a choisi de venir ici plutôt que d'être ailleurs. Puis c'est ce qui vient nous conforter dans notre choix. Puis on est tellement bien, on est tellement heureux, c'est tellement plaisant de vivre ici qu'on ne voudrait pas. On se promène beaucoup, vous savez, on a un travail qui nous amène à aller visiter beaucoup d'autres brasseries, on a beaucoup de séminaires à l'extérieur. Puis à chaque fois qu'on revient ici, qu'on voit notre équipe, notre gang, notre brasserie qui est une superbe brasserie, on a du personnel merveilleux qui a su mettre une des brasseries je dirais les plus sophistiquées, les plus modernes au Québec, puis la tenir en fonction tout le temps. C'est ce qui nous tient ici et qui fait qu'on va rester encore longtemps. Frédéric Tremblay, propriétaire de la microbrasserie de Charlevoix, merci beaucoup de votre temps et santé. Ça fait plaisir. Une autre émission Bâtisseurs d'avenir de terminer. Merci à nos invités. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. La semaine prochaine, nous nous dirigeons vers le Parc des Grands Jardins
aller visiter une mine du nom de Citec et nous allons voir les installations d'une entreprise qui fait dans la silice. À très bientôt.